Quelques jours après la diffusion d'une vidéo d'un élève braquant son professeur à Créteil, le monde scolaire est sorti de sa torpeur en lançant le hashtag #PasDeVague, un MeToo à la sauce enseignante sans effet sur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bruxelles sort le bâton contre l'Italie. Mardi, la Commission européenne a rejeté le budget du gouvernement de coalition de Matteo Salvini, du jamais vu qui pourrait lancer une nouvelle crise. La Chine à l'assaut du monde professionnel et administratif français. Les renseignements s'inquiètent des tentatives massives de soustraction d'informations, mais aussi de brevets. Madame, Monsieur, bonsoir. Les professeurs libèrent la parole après la publication d'une vidéo montrant un lycéen de Créteil braquant son professeur avec une fausse arme. De nombreux enseignants se sont saisis des réseaux sociaux pour dénoncer la lâcheté de leur hiérarchie. Thibaut Bastide. Balance ton port a fait des émules quelques jours après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un élève braquant son professeur avec une arme d'airsoft à Créteil en région parisienne. La parole enseignante se libère sur le net. Trop souvent seuls face à la violence scolaire, ils ont décidé de briser l'omerta en lançant le hashtag #PasDeVague. Ainsi, des centaines de professeurs ont fait part des actes de violence dont ils ont été victimes, mais également du désengagement de leurs supérieurs hiérarchiques qui préfèrent bien souvent fermer les yeux plutôt que de prendre les mesures adéquates. Interrogé sur l'agression qui s'est déroulée à Créteil, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a répondu qu'il fallait réglementer assez fortement l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires, tout en assurant ne pas mettre le problème sous le tapis. Pourtant, avoir des classes totalement hors de contrôle, on imagine mal comment quelques règlements que ce soit puissent être respectés. D'ailleurs, les déclarations du ministre n'ont pas convaincu le monde enseignant qui dénonce un coup médiatique, alors que les professeurs s'accordent sur la nécessité de revoir à la baisse les effectifs dans les classes pour faire baisser la tension. Or, quoi qu'il en soit, la tension est déjà omniprésente, surtout dans les quartiers dits difficiles, à forte densité d'immigrés, des quartiers où l'autorité fait cruellement défaut dans le milieu scolaire, mais également familial. C'est ainsi que le porte-parole du Rassemblement national, Jordan Bardella, souhaite élargir le débat en s'attaquant directement à la délinquance des mineurs, dans la mesure où de plus en plus de violences scolaires relèvent du pénal. Il y a des mesures très concrètes à prendre, je le disais, sur la délinquance des mineurs, des mesures très concrètes sur la justice. Mais je crois qu'il faut aussi responsabiliser les parents parce qu'il n'est pas normal qu'un adolescent de 15-16 ans puisse avoir ce type de comportement. Donc je crois qu'il faut responsabiliser les parents et nous proposons notamment de supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes parce qu'encore une fois, les mineurs risquent très peu en faisant ce genre de choses. Abaisser la majorité pénale à 16 ans et supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes. Des propositions également réclamées par le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, auteur d'une loi éponyme permettant de supprimer les allocations. Un texte adopté sous Nicolas Sarkozy puis annulé sous François Hollande. Mais pour l'heure, le gouvernement semble peu enclin à rouvrir ce débat. Pourtant, face à la multiplication et à l'escalade de la gravité des faits, la situation risque de perdurer et de s'empirer. En effet, la politique de l'excuse est bien ancrée dans les mentalités et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'éducation nationale ne fait pas exception. Une réforme scrutée de très près. Le gouvernement entamait ce mercredi les négociations avec les partenaires sociaux pour une réforme de l'assurance chômage. Objectif, réformer le système et trouver des économies. Pas gagné d'avance. C'est une réforme pour laquelle patronat et syndicats attendent l'exécutif de pied ferme. Le gouvernement a débuté les négociations concernant l'assurance chômage ce mercredi. Des négociations délicates pour le gouvernement qui devra satisfaire en même temps le patronat qui a très largement soutenu Emmanuel Macron en 2017 et ne pas trop froisser les syndicats dont la frange la plus à gauche est excédée par le début de quinquennat. Trouver un accord avec toutes les centrales paraît tout à fait impossible. En revanche, s'entendre avec quelques-unes semble plus probable et permettrait de tuer dans l'œuf un éventuel mouvement social. Pour cela, Emmanuel Macron devrait pouvoir compter sur la CFDT. Les syndicats ont d'ailleurs déjà essayé de trouver une position commune, mais n'y sont pas parvenus. Le gouvernement affirme vouloir favoriser une démarche de dialogue dans ce dossier et les différentes parties auront jusqu'au 26 janvier pour tenter de dégager un accord, des négociations qui seront serrées car si l'exécutif dit vouloir favoriser un retour vers un emploi de qualité, il entend surtout réaliser entre 3 et 4 milliards d'euros d'économies sur 3 ans afin de réduire la dette de l'Unédic qui pèse tout de même quelques 35 milliards d'euros. En cas d'échec des négociations, le gouvernement rejouera le même tour qu'en janvier dernier avec les discussions autour de la formation professionnelle.
Faute d'accord, l'exécutif avait repris les choses en main. Et c'est bien ce vers quoi se dirigent ces négociations. En effet, les syndicats, mais aussi de nombreux économistes, ne sont pas convaincus par les pistes dégagées par le Premier ministre Édouard Philippe. Ce dernier envisage notamment de recourir à la dégressivité de l'assurance chômage, un système permettant une baisse de l'allocation dans le temps, un peu à la manière de certains pays comme le Danemark et sa flexi-sécurité, et qui vise une réintégration rapide du marché du travail. Autre chantier du gouvernement, traiter la question des personnes cumulant emploi et indemnisation chômage, une combinaison qui concerne 865 000 chômeurs sur 3,7 millions au total. Le gouvernement entendrait limiter ces cumuls dans le temps, des cumuls qui incitent pourtant à l'emploi et qui permettent d'éviter une trop grande précarisation des travailleurs. Pour éviter de raviver la flamme syndicale, le gouvernement devra donc réussir à diviser les partenaires sociaux et rallier les syndicats modérés, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. En revanche, la réforme, faute d'être structurelle, semble une fois de plus être anecdotique, en plus d'être controversée. Pas de révolution, donc, pour l'assurance chômage. Quelques ajustements qui ne bouleverseront pas le marché du travail et ne réduiront très probablement pas le taux de chômage. Bruxelles bombe le torse face à l'Italie. Après avoir présenté son budget devant la Commission européenne, le gouvernement de Matteo Salvini s'est vu opposer une fin de non-recevoir, une première. Élise Blaise. Ce qui devait arriver arriva. L'Italie vient de prendre sa première mise en garde sérieuse par Bruxelles avec le rejet de son budget. Une décision qui, malgré son caractère inédit, ne parvient pas à surprendre tant les mises en garde étaient flagrantes depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition italienne. Déjà en mai dernier, Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, expliquait clairement que le programme budgétaire de l'Italie serait scruté de près par l'institution. La dette italienne est une question importante pour l'avenir de l'Italie, importante pour les citoyens italiens au premier chef, et que ça nécessite une réponse crédible. Et comme amoureux de l'Italie et amis des Italiens, nous devons y être attentifs. Après la remise du prévisionnel italien, la Commission a rapidement fait savoir qu'il sortait des clous imposés par l'UE. L'Italie est traitée exactement comme les autres États membres. Sur cette question, il n'y a ni arrière-pensée, ni jeu politique, ni discrimination. À titre personnel, j'ai beaucoup de sympathie, d'affection, d'amour pour ce merveilleux pays qui est fondateur de l'Europe. Et je n'imagine pas l'Italie sans l'Europe, l'Europe sans l'Italie, ni l'euro sans l'Italie, et l'Italie sans l'euro. C'est donc sans réelle surprise que la Commission a annoncé rejeter le budget proposé, une décision qui n'a pas manqué de faire réagir. D'ailleurs, un député italien n'a pas hésité à prendre une partie des notes de Pierre Moscovici après la conférence de mardi à Strasbourg pour essuyer ses chaussures dessus. La pilule va donc être difficile à avaler pour l'Italie qui a désormais 3 semaines pour proposer un nouveau budget à Bruxelles. Un délai qui montre que la Commission ne cherche pas la confrontation brutale comme ça a pu être le cas avec la Grèce. La Commission européenne avait pu faire un vrai bras de fer avec la Grèce, voire étouffer financièrement la Grèce en empêchant l'accès à la monnaie par les banques. Ce qui a fait une ruée vers les banques en Grèce, une crise économique majeure et une crise financière. Or, le problème, c'est que la taille de l'Italie est beaucoup plus importante que la taille de la Grèce. C'est la taille de la dette italienne de plus de 2000 milliards d'euros. S'il y avait une crise financière sur cette dette, ça ferait couler les banques italiennes et toutes les banques de la zone euro. Donc, elle ne peut pas jouer le même jeu qu'avec la Grèce et faire un bras de fer brutal avec le gouvernement italien. Une politique d'affrontement entre l'UE et l'Italie qui devrait donc s'établir davantage sur le long terme. En réalité, les véritables problèmes commencent pour la coalition de Matteo Salvini dans la mesure où la situation italienne est réellement compliquée sur le plan économique. L'Italie, il faut savoir qu'elle n'a pas eu de croissance pratiquement, elle a 0,15% de croissance par an depuis 20 ans. Donc les problèmes sont graves, il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes de chômage des jeunes qui sont gigantesques, on est au-dessus de 30% de chômage des jeunes. Donc l'Union européenne veut taper sur l'Italie, mais là la réaction de la Commission européenne a été assez simple. Elle a eu des mots
très dur à certains moments, un affrontement. Et puis là, elle a calmé le jeu parce qu'en fait, elle veut juste gérer les taux italiens, faire en sorte que la crise, parce que là, les taux italiens sont montés de 1,5 à 3,8% au pire moment, que la crise financière italienne ne déborde pas. Donc elle s'amuse juste à gérer pour étouffer doucement mais sûrement ce gouvernement en l'empêchant d'avoir des résultats économiques. Au final, la présentation du prochain budget italien d'ici 3 semaines pourrait n'avoir que peu d'incidence sur les décisions de la Commission, bien décidée à neutraliser l'action de la coalition gouvernementale. L'espionnage chinois inquiète Paris, souvent suspecté de collecter des informations auprès de professionnels. Pékin est aujourd'hui directement visé par les services français. Une opération d'envergure des services de renseignement chinois sur les réseaux sociaux professionnels. La Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, et la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, pointent du doigt le rôle de leurs homologues chinois dans des faits d'espionnage massif. Des faits qui toucheraient le privé, mais aussi l'administration. Si les pratiques d'espionnage entre nations ne datent pas d'hier, l'opération chinoise serait sans précédent en raison de son caractère massif et moderne. Ainsi, l'utilisation d'avatars numériques pour toucher directement les Français serait aujourd'hui le quotidien de l'espionnage chinois. Pour ce faire, pas moins de 1700 employés auraient déjà été approchés pour servir de source de renseignement. Hormis l'aspect massif de ces attaques, l'essayiste Hervé Juvin, vice-président de Géopragma, estime que cette menace n'est pas nouvelle, mais que la manière de procéder détonne avec celle d'autres nations. Il n'y a rien de nouveau dans ce domaine. Ce qui peut-être est nouveau, c'est l'habileté et la constance dont les Chinois font preuve dans l'utilisation des réseaux Internet pour tromper ou pour attirer un certain nombre de leurs cibles. La technique chinoise, la mise en place de profils sur le réseau social LinkedIn afin d'approcher des Français en se disant intéressés par leur profil et en rémunérant des notes d'information sur des thèmes et des sujets très variés. Cachés derrière les qualificatifs ronflants de chasseurs de tête, de consultants ou encore de responsables think tank, les agents chinois envoient des messages standardisés en proposant à la personne visée de collaborer à des recherches contre rémunération. Si la cible répond favorablement, son profil est alors évalué pour savoir si elle fera l'objet de suites. Pour la rémunération, Pékin passerait alors par des sociétés écrans. Les services français en auraient déjà répertorié une quinzaine. Et si le problème touche l'information en général, l'espionnage chinois s'attaque également aux brevets. Une start-up française s'est ainsi fait dépouiller de ses brevets en travaillant avec financement chinois, l'apporteur d'affaires ayant imposé un doctorant venu d'Asie pour participer aux travaux à faire rappeler ce dernier, un an seulement après le début de la coopération. Celui-ci est reparti vers l'Empire du Milieu, emportant avec lui les données scientifiques et techniques de l'entreprise française. Pour faire face à ce phénomène, Bercy dispose d'un service, le Multicom 2, chargé d'appliquer la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers en France, afin de garantir un maximum de sécurité aux entreprises tricolores. L'actuel projet de loi Pacte prévoit en outre un durcissement de la procédure et de plus grosses sanctions. Pour Hervé Juvin, la lutte contre ce phénomène ne concerne pas que la Chine et une réponse unique et spécifique ne pourra pas résoudre un tel problème. Je ne suis pas sûr qu'une réponse spécifique soit la plus adaptée. Globalement, vous l'avez dit, tout le monde espionne tout le monde. Et globalement, les manifestations d'une puissance partout présente et quelquefois extraordinairement agressives au cours des années passées sont bien plus à rechercher auprès d'alliés traditionnels. Je pense notamment auprès des États-Unis. Donc la vraie réponse à cela, elle est beaucoup dans la formation, elle est dans la sensibilisation, elle est dans le durcissement. Formation de tout cadre, de tout membre de personnel d'une entreprise au fait qu'on n'utilise pas un ordinateur portable dans n'importe quelle condition, qu'on n'utilise pas un certain nombre d'applications et qu'on ne communique pas un certain nombre de données par Internet. De manière plus générale, la sensibilisation à toute opération de déstabilisation, de prise de contact ou d'attraction. Et puis il y a le durcissement. On ne peut que regretter le fait qu'il n'y ait pas de cloud européen, le fait qu'on n'ait pas réussi à avoir des data centers européens, le fait que l'Europe ou la France n'imposent pas, comme le font la Chine ou la Russie, que toutes les données des entreprises et des individus, des citoyens européens ou français soient conservées dans des data centers localisés sur le sol de l'Europe ou de la France. Une réponse nationale ou européenne pour faire face aux diverses menaces d'espionnage. Pour cela, il faudrait que la France ou l'Europe envisagent de se prendre en main et d'adopter des politiques de puissance. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide.
Ascoval met la pression sur le gouvernement. Mardi, le personnel de l'acierie a cessé le travail après que le groupe Vallourec, propriétaire d'Ascoval et dont l'État est actionnaire, a refusé d'apporter le soutien financier demandé par un candidat à la reprise. Ce mercredi, le tribunal de grande instance de Strasbourg a décidé d'accorder un nouveau délai à l'acierie du Nord, placé en redressement judiciaire pour statuer sur son sort. La venue d'Emmanuel Macron le 8 novembre prochain s'annonce tendue, le porte-parole de la coordination syndicale ayant promis de fêter sa visite comme il se doit. Des Algériens de retour au bercail, selon le site musulman francophone Oumma.com. Des milliers d'Algériens, enfants de l'immigration, reviendraient également à leur pays d'origine. Diplômés, ces derniers seraient séduits par les nouvelles opportunités qu'offre ce pays du Maghreb. Une tendance qui trouverait son origine dans l'action des autorités algériennes proposant des crédits gratuits, parfois jusqu'à 1 million d'euros, à taux zéro et remboursables à partir de 10 ans d'exercice, mais aussi grâce au coût de l'immobilier bien plus bas de l'autre côté de la Méditerranée. La France a de plus en plus de millionnaires. Alors que la situation économique du pays est morose, la proportion de millionnaires a augmenté significativement entre le milieu d'exercice 2017 et le milieu d'exercice 2018. C'est la deuxième plus forte progression dans le monde après les États-Unis. Il y aurait ainsi aujourd'hui plus de 2,1 millions de ménages avec un patrimoine supérieur à 1 million de dollars, soit près de 875 000 euros. Un nombre de millionnaires élevé mais qui reste loin des années 2011-2014 avec plus de 2,5 millions. 5e au classement mondial, la France profiterait aujourd'hui du coût élevé de l'économie qui pèse dans le patrimoine, mais aussi des signaux positifs envoyés par Emmanuel Macron en direction des fortunes financières, notamment avec la suppression de l'ISF pour ses profils. Des braqueurs pris à leur propre piège. Samedi à Montigny-sur-Sambre, dans la région de Charleroi, en Belgique, un groupe de 6 individus a tenté de dévaliser un magasin de cigarettes électroniques. Face à eux, le vendeur leur a demandé de revenir en fin de journée lorsque la caisse serait pleine. Au plus grand étonnement du commerçant, les braqueurs se sont exécutés. À leur retour, les malfaiteurs ont été appréhendés par les policiers qui avaient été avertis par le vendeur. Une histoire digne d'une bonne blague belge. Facebook sort l'arme fatale. Après avoir été au cœur d'une prétendue campagne d'influence politique lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, le réseau social a dévoilé une salle, la War Room, dédiée aux événements liés à la protection des élections de mi-mandat de novembre prochain. L'objectif, rendre la publicité plus transparente, sévir contre les faux comptes et s'attaquer à la diffusion de fake news. Dans un instant, notre Zoom du jour, le romancier François Coupry évoque dans L'agonie de Gutenberg la fin du livre papier au profit du livre numérique. Et là, je reviens sur ce que je disais, ce qui est vertigineux, c'est de penser à l'évolution de la réflexion, à l'évolution des civilisations, à l'évolution des cultures et à l'évolution des croyances, ou l'évolution des façons d'envisager les croyances, et que ce qui était jugé, disons, alors réactionnaire à une certaine époque devient aujourd'hui progressiste, et ce qui était progressiste à une certaine époque devient aujourd'hui réactionnaire. Il y a une sorte de mouvement de va-et-vient, ou un mouvement de spirale, mais pas de cercle, de spirale qui s'enfonce on ne sait où, dans nos civilisations, qui fait qu'on est pris d'un vertige. Et ce vertige, je pense que nos générations... Ce soir, retrouvez Perles de Culture. Anne Brassier vous emmène au cinéma. Elle évoque ensuite la rénovation des calvaires de Mayenne avec Stéphanie Bignon et José-Marie Faguet. Jean Monnet vient ensuite parler de son ouvrage intitulé « Histoire cachée du Parti communiste algérien ». Mais tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Une chronique provinciale se doit absolument d'aborder le thème des salons du livre. En plus, c'est la saison, foires, salons, rencontres autour des auteurs, etc. Surtout quand on y participe soi-même, ce qui fut mon cas quand même assez longtemps, en des lieux aussi divers que le stand d'un grand éditeur parisien qui écrase tout le monde parce qu'il a eu le Goncourt, jusqu'à la petite fête du livre organisée dans les vignes du Vaucluse, en passant par les obligatoires, celles dont votre éditeur veut absolument que vous y participiez, Brive, Limoges, Nancy. Parce qu'il ne faut pas croire, mais 90% de ces manifestations sont imposées par l'éditeur à l'auteur, surtout s'il a du succès, surtout s'il passe à la télé, et surtout si l'éditeur lui verse une sorte de mensualité, auquel cas vous n'avez pas le droit de jouer les vedettes qui se refusent à leur public. Il faut y aller pour entretenir la machine à notoriété qui est la seule garante de vos recettes. Alors la chose amusante, et c'est pourquoi je vous en parle, c'est que lorsque vous avez un pied dans un coin de province depuis 30 ans, une petite ville entourée de villages comme le nôtre, plus ou moins à la recherche comme tout le monde d'animation autour du livre, eh bien vous n'êtes jamais invité dans les foires qui sont vos voisines, même si vous avez connu une très bonne année médiatique nationale, pour une raison très simple, que Gustave, notre bouquiniste, m'a expliqué, c'est que les comités d'organisation les plus modestes n'aiment pas les auteurs nationaux qui risquent de détourner l'attention des auteurs locaux. Ou alors, et ça arrive aussi, c'est parfois gênant pour l'auteur national de se retrouver en face de gens qui sont venus acheter des histoires de drames paysans. Et dans ce contexte, le fait que vous soyez passé à la télé l'avant-veille ne leur fait ni chaud ni froid. Déjà, ils la regardent pas, me dit Gustave. Ils la regardent en tout cas jamais quand c'est des émissions littéraires. Et d'ailleurs, il y en a plus. Donc, nous ne parlons ici que des foires moyennes ou grandes. Et ben dans ce cas-là, la télévision, le fait qu'on connaisse votre visage, tout ça est devenu le principal critère de curiosité pour la plupart des libraires, donc des organisateurs de foires de livres, donc des municipalités. Les municipalités vous accueillent si vous êtes célèbre et elles vous considèrent comme une sorte de trophée. Alors moi, ça me concerne moins qu'avant, mais les mots qu'on entend souvent, c'est « j'ai décroché la participation de un tel ». Et c'est là que la logique du système arrive à son terme après 40 ans de salon du livre. On peut dire qu'il y a eu une désaffection des auteurs moyens, ce qu'on pourrait appeler la middle class littéraire, qui ne participe plus aux foires, parce qu'il n'y a plus aucune attention à recueillir entre, d'une part, les petits auteurs régionalistes, mais méritants, et de l'autre, les 10 best-sellers de la saison, qui n'ont pas grand mérite. La curiosité des lecteurs, enfin ce qui reste de lecteurs, on devrait parler de lectrices d'ailleurs, n'est plus du tout générale. Elle s'adresse souvent à des gens qui écrivent ceux qui vous ressemblent. Dans le cas d'un auteur mâle qui raconterait une histoire de légionnaire, par exemple, les femmes qui passent devant le stand ne sont pas du tout intéressées. Elles cherchent quelque chose qui leur parle. C'est tellement vrai qu'une fois, dans une foire de ville moyenne, il y a 10 ans, une dame est venue se planter devant mon stand. Elle a regardé mes livres là et elle m'a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui parle de nous ?» Elle voulait dire les gens comme nous, les gens d'ici. Ça, c'est pour la partie des humbles qui veulent des histoires rurales et qui méprisent la télé. Mais l'autre partie n'aime au contraire que les vedettes. Elle veut pouvoir toucher la célébrité télévisuelle, même si l'auteur du livre n'est qu'un ancien ministre ou un ancien président, donc pas un écrivain. Souvent, l'organisation du salon est centrée entièrement autour des 6 ou 8 têtes d'affiche, ce qui fait que les auteurs qui jouissent d'une faveur un peu moindre ont l'impression de servir de faire-valoir aux autres. Or, comme le vedettariat se concentre, le nombre de vedettes d'une saison diminue et le nombre de faire-valoir augmente. Du coup, à force de faire la claque quand on remet un énième prix de la confrérie des mangeurs de grenouilles à Amélie Nothomb, eh bien, les auteurs normaux, ceux qui forment le gros de la troupe, n'y vont plus, tout simplement. En outre, les municipalités deviennent de plus en plus gourmandes avec les organisateurs. Les organisateurs sont de plus en plus grossiers à l'égard des auteurs faire-valoir. Le résultat, c'est une véritable flambée des petits salons ruraux où les auteurs sont tous égaux. Alors finalement, pour résumer, tout est cohérent là-dedans, puisque la disparition de la classe moyenne en France a fait disparaître aussi le lectorat moyen et l'auteur moyen, en littérature comme ailleurs. Il n'y a plus rien entre les élites et le peuple. Ça s'appelle Campagnol TV ici, et on peut s'abonner sur YouTube. Merci.